Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de notre podcast Avec Modération, créé dans le cadre de la campagne d'éducation permanente du Xara. Dans l'épisode précédent, on a pu parler avec quelqu'un du CSA des lois et des règles que les plateformes et réseaux sociaux devaient respecter grâce au DSA. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Pierre Arnaud de la Ligue des droits humains pour savoir quels droits, en tant qu'utilisateur, on a quand on est présent sur Internet et les réseaux sociaux. Bonjour Pierre Arnaud. Bonjour. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer les missions de la Ligue des droits humains ? Oui, donc la Ligue des droits humains, c'est une association d'éducation permanente et c'est surtout une association de vigilance, de contre-pouvoir, de contrôle démocratique qui, en gros, défend les droits humains en Belgique. Alors, je dis en Belgique parce que notre mission, c'est vraiment la Belgique. On ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'étranger, donc de Gaza ou de l'Ukraine ou de la Chine aujourd'hui. Et pour défendre les droits humains, on a différents types d'actions. On fait de l'éducation, que ce soit de l'éducation permanente pour les adultes ou bien dans les écoles, mais aussi du plaidoyer. Et ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est de l'analyse et des recours en justice. Donc régulièrement, on assigne le gouvernement ou des autorités publiques en justice pour les contraindre à respecter les droits fondamentaux. Et donc moi, là, avec la campagne, je me base énormément sur la modération des réseaux sociaux, sur les discriminations algorithmiques. Et donc, je me demandais quels droits on a en tant qu'utilisateur et utilisatrice quand on est sur Internet et plus précisément quand on est sur les réseaux. Oui, alors le principe de base quand on est sur Internet ou sur les plateformes, c'est qu'on a les mêmes droits sur ces plateformes que dans la vie réelle. Il n'y a pas de distinction, si ce n'est qu'il y a parfois des questions techniques qui peuvent se poser, notamment d'identification des auteurs qui auraient commis une infraction sur ces réseaux. Mais donc le principe, il a été consacré par ce que tu as mentionné, donc le DSA, le règlement européen sur les services digitaux, qui a été adopté en 2022, qui est progressivement en vigueur en Europe, là. Et qui dit que les plateformes, évidemment, doivent respecter les droits fondamentaux et doivent créer un environnement sain pour les utilisateurs de ces plateformes, avec une série d'obligations pour les plateformes, et même particulières pour les très grandes plateformes, notamment lutter contre les contenus illicites en ligne, mais aussi des obligations de transparence et aussi des obligations de ce qu'on appelle de lutter contre les risques systémiques pour la démocratie. Donc là, on vise plutôt la désinformation, la diffusion de fausses informations qui pourraient aller jusqu'à interférer dans des processus électoraux, par exemple. Donc ce DSA a créé un cadre qui vise à réguler les grandes plateformes et c'est vraiment nécessaire de le poser. Avec toutes les règles d'utilisation qu'il y a sur les plateformes et toutes les suppressions de posts qu'il peut y avoir, le shadow ban, est-ce que nos droits de liberté d'expression sont respectés ou est-ce qu'il y a un problème là ? Il y a une sorte de paradoxe en fait. Avant le DSA, donc le règlement sur les services numériques, il y avait déjà une pression des autorités pour réguler en fait le discours de haine sur les réseaux parce que c'est le problème principal. Mais la difficulté, c'est que si on met la pression sur les grosses plateformes, type Facebook, Insta, sur les gros réseaux sur lesquels ça se passe majoritairement, le risque, c'est que ces plateformes, pour éviter des sanctions, des amendes ou autres, vont en fait supprimer du réseau, modérer une série de choses qui pourraient tomber dans la liberté d'expression. Donc on a quand même le droit de dire, mais pour être sûr de pas tomber dans le discours de haine, elle pourrait avoir tendance à tout dégommer pour être sûre d'échapper aux sanctions. Donc il y a des choses clairement qui sont tout à fait licites, il y a des choses qui sont très clairement du contenu illicite. Je ne sais pas si on montre des décapitations ou des violences sexuelles sur des enfants, il n'y a aucune discussion sur le fait que c'est illégal et donc ça doit être supprimé des réseaux. Mais il y a toute une zone grise qui est vraiment très importante en fait. Soit les algorithmes les repèrent ou pas, soit après il faut une intervention humaine pour décider si oui ou non on valide le contenu et qu'on le laisse sur le réseau. Donc c'est difficile de répondre par oui ou par non à la question, quoi. Il y a un risque, effectivement, que ces plateformes, pour échapper aux sanctions ou par excès de zèle, à certains moments, suppriment trop de contenu et donc portent atteinte à la liberté d'expression. On a vu des pages Facebook se faire supprimer, qui appelaient à des manifestations sur certains sujets, des choses complètement légales, mais qui ont pourtant été supprimées. Il y a des exemples célèbres aussi, le fameux tableau qui se trouve au musée d'Orsay, qui s'appelle L'origine du monde, qui montre un sexe féminin en gros plan, a été dégagé de Facebook parce que contraire à ses règles internes, alors que c'est dans un musée en France, visible par tout le monde. Donc on voit qu'il y a aussi des différentes conceptions de la liberté d'expression qui peuvent entrer en jeu. Mais de toute façon, c'est sûr que les règles internes des grandes plateformes telles Facebook, Insta ou autres ne sont pas au-dessus des lois. Donc ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. À un moment, il y a encore des tribunaux, des pays qui peuvent prendre des décisions qui s'imposent à Facebook et aux autres, quoi. Et avec les différents pouvoirs légaux et les droits que l'on a en tant qu'utilisateur et utilisatrice, est-ce que certaines personnes viennent vers vous pour pouvoir porter plainte ?
Alors, vers nous, non, on n'a pas eu tellement de cas. Ce qu'on a pu connaître, c'est des cas de harcèlement. En fait, c'est plutôt des gens qui se prennent, surtout des femmes, il faut le dire, mais des shitstorms assez violentes. Et donc, nous, on a pu rediriger vers des avocats. Des plaintes pénales ont été déposées avec des condamnations notamment. Donc, ça peut aller jusqu'à des condamnations pénales, quoi. Par contre, la difficulté, là, c'est d'identifier les auteurs. Parce que parfois c'est très clair, mais parfois c'est sous pseudo. Et donc là, il n'y a plus des questions juridiques, jusqu'à quel point ils sont obligés ou pas de divulguer les informations qu'ils ont, les adresses IP ou autres, mais ça devient technique. Mais il y a moyen, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une impunité totale sur ces réseaux, même s'il y a encore une impunité qui est encore trop souvent là, mais on espère que ça va pas durer. Est-ce que le processus, par exemple, pour porter plainte envers quelqu'un qui nous harcèle sur les réseaux, est-ce que c'est un long processus et est-ce que, on va dire, entre guillemets, est-ce que ça en vaut la peine quand on subit ce genre d'agression sur Internet ? Moi, j'ai envie de dire que ça vaut toujours la peine parce qu'il ne faut pas laisser passer. Après, la justice, elle n'a pas des moyens illimités non plus, quoi. C'est parfois lent, c'est parfois pas leur priorité parce qu'il y a d'autres choses. Mais il n'empêche qu'il y a des cas réels qui se sont passés. Il y a eu des condamnations, donc il ne faut pas se décourager. Et c'est le boulot de la justice, une fois qu'on a porté plainte, de rechercher les auteurs de l'infraction. Et ils ont des moyens d'enquête. Donc, c'est pas à nous à faire le boulot, quoi, en d'autres termes. Donc, oui, confiance dans la justice jusqu'à un certain point, parce qu'on sait aussi que, voilà, il y a des priorités, ils sont débordés, ils sont sous-financés. Donc, c'est vraiment loin d'être parfait, mais le système, normalement, fonctionne, quoi. Et est-ce qu'il faut attendre que quelque chose de grave se passe pour qu'un groupe de personnes porte plainte contre les réseaux? Ou est-ce que c'est déjà possible maintenant, quand on vit des discriminations, de porter plainte et que le procès ait lieu? Oui, alors c'est pas le nombre qui compte, hein. Une plainte suffit, mais il faudrait pouvoir... C'est plus une question de preuve, quoi, de montrer que dans telle et telle circonstance, le réseau n'a pas modéré, n'a pas dégagé, par exemple, du contenu de haine ou de harcèlement. Oui, ce serait intéressant qu'il y ait des cas comme ça. Et moi, je pense que ça va arriver. Ça va clairement arriver. Et est-ce que les règles du DSA vont à l'encontre des envies des réseaux sociaux par rapport à leur modération? Ce qu'il faut voir, c'est que pour les réseaux, ils ne font pas ça pour la beauté du geste, quoi. C'est un modèle commercial. Donc, pour eux, plus il y a d'interactions sur les réseaux, plus les gens échangent, plus c'est de l'argent, quoi. Donc, ils n'ont pas tellement intérêt à modérer, en fait. Au contraire, plus ça clash, mieux c'est. Quelqu'un comme Elon Musk, très clairement, quand il a repris ce qui était avant Twitter, qui est devenu X, a très clairement réautorisé une série de comptes qui avaient été bannis du réseau pour des comportements... soit ils diffusaient de la fausse information, soit de la haine, ou des choses, des propos vraiment racistes, antisémites. Donc, voilà, lui, clairement, il va en faire une espèce d'espace complètement dérégulé où tout est à peu près possible, genre Telegram, on modère le moins possible. Et voilà, moi, je pense que ce genre de modèle est assez infect, mais bon, il y a une série de gens qui désertent le réseau pour ces raisons-là, mais il y a encore beaucoup de monde qui est sur X. Et est-ce que tu as des exemples de réseaux open source où il y a une bonne modération, ou plutôt où les droits des personnes sont plus respectés que par exemple sur Instagram ou Facebook? De ce que j'entends, Blue Sky est quand même plus intéressant, plus intègre et plus attentif à ces questions-là. Donc après, il y a aussi une question d'échelle, hein. Ils n'ont pas encore les millions d'utilisateurs que Meta a. Mais ça, voilà, de ce que j'en sais, ça a l'air plus sérieux, plus sécure, mieux pensé, plus respectueux, parce que là, X ou Facebook, c'est à peu près n'importe quoi. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter par rapport au sujet? La liberté d'expression, elle n'est pas absolue non plus, quoi. Donc je pense que c'est important de défendre notre liberté d'expression de manière générale, hein, sur ces réseaux aussi, mais voilà, il y a des limites... parce qu'on considère qu'en société démocratique, c'est sain d'avoir ce type de limites, quoi. Donc des propos racistes, homophobes, antisémites ne doivent pas être tenus, sont condamnables, et ils sont condamnables aussi bien dans une manif que sur un réseau social, quoi. Donc ça, c'est important que les gens gardent en tête aussi, quoi. Bien sûr, il faut défendre la liberté d'expression, mais c'est pas sans limite non plus. Ok, ça va. Merci beaucoup pour l'intervention. Avec plaisir, merci. Avec modération, un podcast du XARA avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.